Il s'arroge le pouvoir sur toute l'Europe. Il se couronne lui-même empereur. Il apporte liberté et égalité. Mais aussi mort et souffrance en Allemagne. Il scelle le destin de millions d'individus. Napoléon Bonaparte. « 1804. Depuis un an, Aachen est une ville française et s'appelle Aix-la-Chapelle, y compris pour ses habitants allemands. Ceux-ci sont soumis aux mêmes lois que les habitants de Paris, Marseille ou Nancy, et ils ont le même chef d'État, Napoléon Bonaparte. Le 2 septembre 1804, à l'hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle, on apprend que Napoléon est aux portes de la ville. Napoléon dans la ville de Charlemagne. Wilhelm Smets a alors 8 ans et cet événement va marquer sa vie. Oft spielte ich bei den Nachbarskindern im Garten. Mein Freund Jacques. Je jouais souvent avec les enfants des voisins dans leur jardin. Mon ami Jacques et sa sœur étaient orphelins de père. Leur père, un officier français, était mort à la guerre et leur pauvre mère élevait seule ses enfants. Elle avait demandé une pension de veuve, mais sa requête avait été refusée jusqu'alors. Aussi avait-elle demandé audience à Napoléon. Mes enfants, Jacques, Valérie, venez, approchez-vous, venez. Bonaparte a répondu. Il nous convie à une audience. Wilhelm Smets grandit à Aix-la-Chapelle, Klosterplatz. Il publiera plus tard ses souvenirs d'enfance dans un petit livre. Mon père était un fervent admirateur de Napoléon. Il ne tarissait pas d'éloges sur Bonaparte comme il l'appelait. Mais mon père perdit le respect qu'il lui vouait. Et l'occupation française ne lui inspira plus que dégoût. Car Napoléon Bonaparte veut être couronné empereur. Pour le père du petit Wilhelm, cela en fait un traître aux valeurs de la Révolution. À Aix-la-Chapelle, Napoléon marche dans les pas des empereurs allemands. Dans la cathédrale, il s'attarde devant le trône impérial presque millénaire. C'est avec un grand respect qu'il se tient à l'endroit où Charlemagne fut sacré empereur. Napoléon veut devenir son égal. Il profite de sa visite pour encourager l'économie de son pays. Il reçoit des industriels rhénans, des fonctionnaires municipaux et aussi une veuve de soldats avec ses enfants. Les enfants, dépêchez-vous, on va être en retard. Ils m'emmenèrent avec eux et nous traversâmes la ville au pas de course. 2 gendarmes nous ouvraient le chemin. Ils poussèrent une porte latérale de l'hôtel de ville. Nous pénétrâmes dans la grande salle plein d'espoir. Ma voisine présenta alors sa requête et fit part à Napoléon de ses difficultés. Quant à moi, fasciné par Napoléon, j'écoutais à peine ses paroles. Je n'espérais qu'une chose, que mon père ne me voie pas. J'étais empli d'un sentiment de crainte respectueuse devant cet homme que ma famille considérait comme un vulgaire traître. Ensuite, il fallut baiser la main de Napoléon. Et c'est le souffle coupé que je m'approchai de lui.
Napoléon accède à la demande de la veuve et lui fait verser une pension mensuelle. Wilhelm Smets se souviendra toute sa vie de cette audience et de sa rencontre avec l'empereur. Les archives d'Aix-la-Chapelle renferment de nombreux documents qui décrivent la vie quotidienne sous l'occupation française. Des centaines d'assignats sont entreposés dans des cartons, du papier-monnaie sans valeur, au moyen duquel l'État français paie les biens saisis. Aix-la-Chapelle connaît sous Napoléon un véritable essor économique, parce que les entrepreneurs de la ville trouvent dans leur nouvelle patrie française de nouveaux débouchés pour leurs produits. Napoléon encourage les échanges commerciaux dans cette nouvelle configuration. Au cours de sa visite à Aix-la-Chapelle, il remet des médailles aux artisans et aux marchands particulièrement méritants. Napoléon s'informe aussi des productions locales de ce nouveau département français. Il entend alors parler des étoffes précieuses produites dans la petite ville de Monschau, où la Maison Rouge est un modèle de l'industrie textile, très prospère dans la région. On y tisse des étoffes somptueuses. Napoléon invite les fabricants à réaliser un catalogue d'échantillons afin de présenter leur production dans les foires. Il contient 1 millier d'échantillons de toutes les teintes et aux motifs les plus variés. Autrefois, les manufactures fournissaient les cours royales de Berlin et Saint-Pétersbourg. Désormais, les Français ont eux aussi accès aux étoffes de Monschau. Les fabricants de textiles les plus prospères peuvent acquérir à bon prix des bâtiments qui étaient autrefois la propriété d'églises ou de couvents. Le nombre des tisserands ne cesse de croître, et parmi eux de nombreux enfants. Le travail des enfants est alors courant en Allemagne. Sans la contribution de leur progéniture, les familles modestes ne pourraient pas survivre. Parfois même, l'employeur donne aux enfants un peu d'instruction, comme l'entrepreneur Laurens Jäcker. Celui-ci a transformé une ancienne abbaye en fabrique d'épingles, et ses affaires sont prospères. Napoléon distingue de belle manière l'engagement social de Laurens Jäcker et lui fait cadeau d'une horloge. En 1804, la conjoncture est exceptionnelle pour les étoffes précieuses. L'événement de la décennie doit avoir lieu à Notre-Dame de Paris. Napoléon va être sacré empereur des Français. Le 2 décembre 1804, des milliers d'invités se pressent dans la cathédrale. Ils assistent à une cérémonie dont le déroulement a été réglé par Napoléon jusque dans les moindres détails. Mais les fastes déployés ne sont pas du goût de tout le monde. La cérémonie du sacre que Napoléon a imposée, il l'a imposée contre de nombreux adversaires. Il l'a imposée, par exemple, contre des partisans de la Révolution qui étaient des anticléricaux farouches et qui ne comprenaient pas du tout pourquoi Napoléon demandait au pape de venir à Paris. Il l'a imposé contre d'autres qui estimaient que c'était simplement une mascarade et qu'on perdait de l'argent pour rien, que ça n'a représenté aucune utilité. Il l'a imposé aussi contre sa propre famille. Napoléon est un maître de la propagande. Pour immortaliser son sacre, il commande un tableau au peintre Jacques-Louis David. La toile mesure près de 10 mètres de long sur 7 mètres de haut. Le tableau montre Napoléon couronnant Joséphine. Le pape est relégué au rang de spectateur. L'humiliation est grande, car jusque-là, les papes couronnaient eux-mêmes les empereurs. Mais Napoléon impose ses propres règles.
Sur le tableau figure également la mère de Napoléon, pourtant absente de la cérémonie. Elle désapprouvait que sa belle-fille Joséphine fût elle aussi couronnée. Napoléon vient d'une famille corse, et les familles corses sont des familles très solides, de véritables clans dans lesquels chacun a sa place. Et au fur et à mesure que Napoléon devenait plus important en France et qu'il concentrait de plus en plus de pouvoir, ses frères et sœurs voulaient avoir des morceaux de sa gloire et des morceaux de sa richesse. Mais qu'est-ce que décide Napoléon au moment du sacre? Que ses frères et sœurs seront simplement des figurants. Et alors, eux sont furieux parce qu'ils se sentent rétrogradés. Ils ont l'impression, encore une fois, d'être là uniquement pour mettre en valeur Napoléon seul, et ils disent que Napoléon trahit l'esprit de famille. Napoléon est conscient du pouvoir des images, mais aussi de celui de la presse. Depuis le début de la Révolution française, des centaines de journaux nouvellement créés se font la voix du peuple. Pour contrôler ces voix, Napoléon fait appliquer une censure stricte. Dans ce contexte difficile, au printemps 1805, un jeune juriste achète la Kölnische Zeitung, le journal de Cologne. À sa mort en 1831, il a posé les jalons d'une dynastie d'éditeurs à Cologne. Son nom est Marcus Dumont. Mais il s'en est fallu de peu que sa carrière d'éditeur ne fût prématurément interrompue. Erst 6 Monate besaß ich die Zeitung. Wir erschienen an den ungeraden. Je n'étais propriétaire du journal que depuis 6 mois. Nous paraissions les jours impairs et notre tirage allait croissant. Au début, nous avions 250 abonnés, mais chaque nouvelle édition nous apportait de nouveaux lecteurs. Jusqu'au jour où se produisit quelque chose de terrible. Un fonctionnaire me présenta un arrêté du préfet. Il s'agit d'une interdiction officielle de faire tourner les presses à imprimer jusqu'à nouvel ordre. Le motif? Un article au contenu prétendument explosif, de nature à susciter peur, panique et confusion chez les lecteurs. Nos presses à imprimer furent scellées et ma licence me fut retirée sans autre forme de procès. Apparemment, je n'avais pas respecté les règles. J'étais désespéré, tout ce qu'on me reprochait me paraissait ridicule. Il y avait dans notre journal une rubrique « Rumeurs ». Le 7 Brumaire de l'an 14, cette rubrique avait fait état d'une alliance de la Prusse avec l'Angleterre, le camp ennemi. Était-ce vrai ou non? Là n'était pas la question. Marcus Dumont a un dernier espoir. La suspension du journal lui a été signifiée par Johann Jakob von Wittgenstein, un vieil ami de la famille. Wittgenstein promit d'intervenir en ma faveur. Il voulait expliquer au gouvernement régional français que j'étais un citoyen parfaitement loyal et en tout point irréprochable. Les jours passaient et nous attendions dans l'angoisse. Los Männer, an die Arbeit! Wir haben's geschafft, es geht weiter! 10 jours plus tard, la réponse arriva. Nous pouvions reprendre notre activité, et moi, mes rêves de carrière. Toujours bien entendu dans le strict respect des consignes de la censure. Désormais, Dumont respecte scrupuleusement les consignes. C'est le seul moyen pour lui de conserver son journal. Y a-t-il liberté de la presse? La parole imprimée a de tout temps été soumise à la censure. Je devais m'en accommoder. Nous devions présenter tous les faits et gestes de l'empereur sous un jour éclatant et faire apparaître son amour pour la paix et les visées belliqueuses de ses ennemis comme des vérités immuables. Je devais soumettre tous les articles au préfet. Alle Artikel musste ich den Präfekten vorlegen.
Régulièrement, Dumont doit supprimer des articles. Un jour, la première page de son journal paraît sans aucun texte, une manière pour l'éditeur de protester contre la censure. La fidélité au pouvoir est de mise. Qu'elle soit en bronze ou en marbre, la tête de Napoléon se vend comme des petits pains. On fabrique des milliers de bustes en marbre qui sont exposés dans les administrations et les appartements privés. Les adversaires de Napoléon connaissent eux aussi le pouvoir des images et de la presse. En Angleterre, les caricatures connaissent un grand succès. Dessinateurs et graveurs se gausent des accès de colère de Napoléon. Le sacre de l'empereur est lui aussi tourné en dérision. Pourtant, ce couronnement remet en question la vieille architecture des pouvoirs en Europe. Un vieil empire de plus de 1000 ans existe déjà au cœur de l'Europe. C'est le Saint-Empire romain germanique. À sa tête, François II de la dynastie des Habsbourg. La maison d'Autriche dirige l'Empire depuis des siècles. Le gouvernement siège à la Hofburg de Vienne. Depuis son palais impérial, François II règne sur un territoire qui s'étend de l'Italie du Nord jusqu'au Danemark. Pour Napoléon, il n'y a de place que pour un seul empereur. En réponse, l'Autriche prépare une guerre contre la France. Napoléon lui aussi mobilise. Il lève des troupes dans les régions de l'Allemagne qu'il occupe. Les volontaires se faisant rares, il crée le service militaire obligatoire. Dès 1802, dans quasiment toutes les familles des départements rhénans, les hommes jeunes doivent partir à la guerre contre leur gré. Beaucoup ne reviendront pas. Ils laissent derrière eux ferme et famille. Afin que personne ne puisse passer au travers des mailles du filet, les Français établissent des listes de conscription. Les prénoms sont inscrits en français. Certains réussissent à échapper à l'incorporation avec la complicité d'un homme né dans une petite ville près de Mannheim. Le registre paroissial mentionne en l'an 1779 la naissance de Philippe Christian Fresenius. Jeune homme, Fresenius s'installe à Mayence. Il y découvre un gagne-pain lucratif, la fraude au conseil de révision. Wenn ein junger Mann einberufen wurde, musste zuerst sein Gesundheitszustand über. Quand un jeune homme était appelé sous les drapeaux, on examinait d'abord son état de santé. Un médecin militaire, un fonctionnaire municipal et un officier français jugeaient de l'aptitude au service de chacun. De nombreux conscrits tentaient de se faire réformer, mais presque toujours ils étaient déclarés bons pour le service. Ils étaient alors contraints d'accomplir 5 ans de service militaire, et beaucoup d'entre eux n'y survivraient pas. Il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper au service. Pour être réformé, les jeunes hommes me payaient et je me chargeais du reste. Grâce à mes relations auprès de la commission de révision, je servais d'intermédiaire. Après réception d'un acompte, je veillais à ce que mes protégés ne commettent aucune erreur. Nous convenions de maladie ou d'infirmité pour ne pas éveiller de soupçons chez l'officier français. Nous disposions d'un atout. Il suffisait que 2 des 3 inspecteurs présents élèvent une objection pour que les jeunes recrues soient déclarés inaptes.
Une fois réformé, le jeune homme me réglait le solde. Ma médiation était bien rémunérée et j'en vivais fort bien. Fresenius n'est pas le seul à Mayence à gagner sa vie de cette manière. La fraude au conseil de révision est une affaire florissante, jusqu'à ce que la police secrète de Paris ne découvre la supercherie. Les gendarmes sont arrivés sans crier gare. Ils ont arrêté mes amis et confisqué leurs livres. La police n'eut aucun mal à démanteler le réseau et à arrêter toutes les personnes concernées. J'étais suffisamment naïf pour imaginer que l'insignifiance de ma faute me vaudrait la clémence des Français. Mais je me trompais grandement. Doch ich hatte mich gründlich geirrt. Philippe Christian Fresenius est condamné à 4 ans de forteresse. Malgré les problèmes rencontrés à l'examen médical, les listes des recrues ne cessent de s'allonger. À Mayence, 2000 soldats sont affectés à la Grande Armée. Ils sont près de 10 000 dans les provinces rhénanes. En 1805, Napoléon atteint un effectif d'1 demi-million d'hommes. Mais la taille de l'armée, à elle seule, ne suffit pas à vaincre François II. Il faut aussi des cartes fiables. Napoléon dispose d'un matériel cartographique conséquent, car depuis plusieurs années, les nouveaux départements français d'Allemagne font l'objet de relevés extrêmement précis. Jean-Joseph Tranchot est l'homme de la situation. Cet ingénieur invente de nouveaux instruments de mesure et dès 1801 trace des cartes d'une grande précision. Napoléon fait aussi construire des routes. Une liaison directe est établie entre Mayence et Metz. Le réseau routier entre Aix-la-Chapelle, Coblence, Trèves, Strasbourg et Bonn gagne en densité. Au-delà des frontières françaises, il est plus difficile d'obtenir des informations fiables. Napoléon ne laisse rien au hasard et pour la première fois, mise sur des services secrets parfaitement organisés. Dans les archives du ministère de la Défense à Vincennes se trouvent des notes des services secrets de Napoléon. Le meilleur agent de Napoléon est un Allemand du pays de Bade. Il est au service des Français depuis la Révolution. Son nom, Charles-Louis Schulmeister. C'est un professionnel de la dissimulation et de l'artifice. Il dispose également de relations en haut lieu. Notamment avec Karl von Mack, le général en chef de François II. Feldmarschallleutnant Mack war ein alter Bekannter. Le Feldmaréchal von Mack était une vieille connaissance. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises en me faisant passer pour un aristocrate hongrois bien introduit à Paris. Afin de gagner sa confiance, je lui fournissais régulièrement des informations sur d'imaginaires projets de Napoléon. C'est également ce que je fis quand je lui rendis visite à Ulm, en octobre 1805. Sur ordre de l'empereur François II, le feldmaréchal von Mack doit attaquer Napoléon l'usurpateur. Mack rassemble son armée à Ulm. Mais ses troupes sont insuffisantes, il attend des renforts. 90 000 soldats sont en route, mais nul ne sait quand ils arriveront. Schulmeister transmet les plans de Mack à Napoléon, qui envoie immédiatement ses troupes à Ulm. Il veut contraindre le feldmaréchal à la bataille avant l'arrivée des renforts.
dieses wunderbare Wortspiel. In Ulm und Ulm herum. L'armée de Napoléon avait déjà traversé le Rhin. Mack en avait été informé et je devais faire en sorte qu'il sous-estime le danger. Mack ne devait à aucun prix quitter Ulm et mettre son armée en sécurité. Herr General, Ihre Truppen können hier angreifen, hier angreifen, hier angreifen. Aber vielleicht gibt es schon morgen keine Franzosen mehr. Mack étant assez crédule, je lui racontais qu'il y avait eu une tentative de coup d'État à Paris en vue de renverser Napoléon et que l'empereur devait faire retraite le plus rapidement possible. Mais le brave maréchal considérait cette histoire, peu vraisemblable, je l'admets, avec quelque scepticisme. Je lui promis alors en sus de quelques lettres de Paris de lui faire tenir une preuve convaincante. Schulmeister quitte Ulm pour réunir rapidement les preuves du prétendu coup d'État. Il trouve ce qu'il lui faut dans le campement des Français. L'imprimerie du camp lui fabrique en 24 heures un faux exemplaire du Moniteur, le journal parisien. On peut y lire, noir sur blanc, la confirmation des allégations de Schulmeister. Ce journal me permit de convaincre le maréchal qui resta à Ulm. Mack blieb in Ulm. À l'aube du 14 octobre 1805, Napoléon attaque Ulm. Malgré de lourdes pertes, l'armée autrichienne résiste. Napoléon parvient à encercler la ville et l'attaque de tous côtés. Des boulets de canon touchent la cathédrale d'Ulm et se nichent profondément dans les moellons de grès. On ne les a jamais retirés à cause des risques d'effondrement. Dans la ville assiégée, le chaos est total. Les habitants et les soldats de Mack sont à court de vivres. La situation est désespérée. Après 4 jours de siège, Karl von Mack signe la capitulation. Les Français font plus de 20 000 prisonniers, sans autre effusion de sang. Une grande victoire sur l'empereur François II. Une victoire que Napoléon doit aussi à son agent secret, Charles-Louis Schulmeister. Sans son intervention, les pertes humaines auraient été bien plus importantes. Une nouvelle du sud de l'Espagne vient ternir la victoire des Français. Quelques jours après son triomphe sur François II, Napoléon perd sa flotte de guerre à Trafalgar. L'Angleterre confirme par cette victoire sa suprématie sur les mers. Pour Napoléon, c'était presque sans importance. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison d'abord parce que Napoléon est un homme de la terre, un homme du continent, et tout ce qui est mer, affaires maritimes, ça ne l'intéresse pas terriblement. Il est un homme, encore une fois, de la terre ferme, c'est ça qui compte. Et puis deuxième raison, Napoléon qui savait bien que l'Angleterre c'était son premier adversaire, il avait déjà renoncé avant Trafalgar au plan qu'il avait eu un moment d'invasion de l'Angleterre, de traversée de la Manche pour envahir l'Angleterre avec sa propre arme. La bataille décisive contre François II et ses alliés a lieu le 2 décembre 1805, un an jour pour jour après le sacre de Napoléon. Napoléon, François II, empereur du Saint-Empire, et le tsar de Russie s'affrontent pour le pouvoir en Europe. La bataille des 3 empereurs à Austerlitz est un bain de sang. La victoire de Napoléon scelle, après 1000 ans d'existence, la fin du Saint-Empire romain germanique. Napoléon est maintenant le maître incontesté de l'Europe. Il veut réorganiser l'Allemagne selon ses vues et convie à Paris 16 princes allemands.
Les princes déclarent leur sortie du Saint-Empire et constituent sous l'égide de Napoléon la Confédération du Rhin. De généreuses donations territoriales permettent à Napoléon de s'assurer de la fidélité des princes. Ceux de Bavière et de Wurtemberg sont même élevés au titre de roi, une dignité qui jusqu'alors était l'apanage du seul empereur du Saint-Empire. Le contrat signé par Napoléon avec les princes énonce en détail les droits et les devoirs des différents États membres. Y sont également consignés les perdants du nouvel ordre allemand. De nombreux petits États ont été absorbés par de plus grands. Parmi les perdants, la principauté de Waldburg-Zeil. Le château de Zeil, près de Leutkirch dans les Alpes bavaroises, est la résidence du prince Maximilian Wunibald de Waldburg-Zeil. Les archives privées de la famille y sont conservées. Le prince raconte dans son journal sa lutte pour la survie. Il envoie ses meilleurs diplomates à Paris pour éviter la dissolution de sa petite principauté et n'hésite pas à distribuer des pots de vin. Tout cela en vain. Le prince Maximilian de Waldburg-Zeil doit s'incliner face à ses adversaires. Le roi de Wurtemberg a jeté son dévolu sur la principauté. Après accord avec Napoléon, il fait savoir que les territoires princiers de Waldburg-Zeil lui appartiennent désormais. Le prince devient sujet du roi de Wurtemberg. Il n'a plus le droit de rendre la justice. Les recettes des impôts échoient directement au nouveau roi. Il peut néanmoins conserver le château de Zeil. Napoléon réforme aussi le Wurtemberg, comme tous les territoires soumis à son influence. Le nouveau roi de Wurtemberg, Frédéric Ier, savoure sa puissance toute neuve. Depuis son cabinet du château de Ludwigsburg, il fait régner l'arbitraire et assigne aux princes déchus leurs nouveaux devoirs. Il leur est interdit de voyager. Ils doivent en outre séjourner plusieurs mois par an à Stuttgart, la capitale du royaume, pour y rendre leurs devoirs au nouveau roi. Le prince Maximilian de Waldburg-Zeil doit envoyer ses fils en pension. Dorénavant, l'éducation des enfants est assurée par des fonctionnaires wurtembourgeois. Le prince, jadis si fier de son indépendance, n'est plus qu'un sujet de sa majesté. Le vieil empire est restructuré en profondeur. La diète de Ratisbonne perd toute signification. Les légations des principautés allemandes, petites ou grandes, quittent la ville. En 1806, la Gazette de Ratisbonne fait état de plusieurs ventes aux enchères. Par exemple, le délégué du Wurtemberg liquide sa représentation et vend l'ensemble de son mobilier. Ratisbonne cesse d'être une référence politique pour les Allemands. Vienne aussi se plie à son destin. La création de la Confédération du Rhin signe la fin d'un empire millénaire. François II renonce à la couronne du Saint-Empire le 8 août 1806. Les feux de l'Empire s'éteignent. Pour Napoléon, la nouvelle Confédération germanique constitue avant tout une alliance militaire. Il fait inscrire dans l'accord de la Confédération du Rhin le nombre de soldats que lui doit chaque nouveau régent. De l'ordre de 12 000 pour le Wurtemberg, 8 000 pour le Pays de Bade. Mais Napoléon veut aussi réorganiser politiquement la Confédération du Rhin. Il a fait rédiger un code civil, connu sous le nom de Code Napoléon. Ce code civil définit les libertés et devoirs civiques, la protection de la propriété privée, la séparation de l'Église et de l'État et la liberté d'entreprise.
Pour la première fois, tous les hommes sont égaux devant la loi. Et il a veillé en particulier à quelque chose qui pour lui était essentiel, la clarté de l'expression. Et une des grandes réussites du Code civil, c'est non seulement d'avoir réussi à faire une synthèse durable des acquis juridiques de la Révolution française. Le Code civil est resté en vigueur jusqu'au début du XXe siècle. Et en France, il est toujours en vigueur, même s'il est adapté, il a été actualisé. Mais c'est un code qui est très très clair dans sa formulation. Si bien que beaucoup ensuite se sont inspirés du Code civil comme un modèle d'écriture, un modèle de clarté. Et le Code civil, on peut dire que dans le domaine de la langue juridique, c'est la transposition de la clarté et de la rationalité qui était l'idéal des Lumières. Mais le nouveau code néglige une partie importante de la population. Les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes. Les États de la Confédération du Rhin reprennent partiellement le Code Napoléon, ce qui entraîne de nombreux changements dans la vie des Allemands. Les corporations, si puissantes jusque-là, ne contrôlent plus l'artisanat ni le commerce. Chacun peut librement, sans leur être affilié, exercer un métier, ouvrir un commerce et s'établir dans la ville de son choix. Il lui suffit d'avoir une patente, délivrée par la municipalité. Les archives bavaroises de Bamberg confirment que des centaines de citoyens souhaitent profiter de la nouvelle liberté d'entreprise. On y trouve notamment le dossier de Johann Rheinlein. Cet habitant de Staffelstein souhaite s'établir, mais la ville tarde à lui délivrer l'indispensable patente. Als der Wind der Freiheit auch nach Franken wehte. Quand le vent de la liberté a atteint la Franconie, j'ai voulu moi aussi en profiter. J'étais jeune, j'avais quelques économies, et je voulais monter une belle affaire, dans la bière. Staffelstein est un village de Haute-Franconie où la fabrication de la bière est le monopole d'une brasserie municipale. À tour de rôle, les citoyens habilités y font brasser leur bière avec les ingrédients qu'ils apportent. Ceux qui stockent de la bière fraîche dans la cave le signalent sur la porte d'entrée. Ainsi, tout le monde sait où boire de la bière fraîche. Ayant demandé à la mairie l'autorisation d'ouvrir une brasserie privée avec débit de boissons, je fus la cible de protestations virulentes de la part des habitants habilités à brasser. Ils m'accusaient de pourrir leurs affaires et de mettre leur existence en péril. Ein Bier bitte. Ein Bier bitte. Das heißt hier, bekommt hier nichts. Die anderen trinken hier doch auch. Ist das ein Gasthaus oder ein Stall? La liberté d'entreprise introduite par les Français a du mal à s'imposer à Staffelstein. Les brasseurs du cru sont furieux. Ils craignent de perdre leur monopole et voient la concurrence d'un mauvais œil. Dans une lettre au commissariat général local, ils protestent contre le projet de Johann Rheinlein de créer une nouvelle brasserie. Celui-ci, fort de son bon droit, insiste et dénonce les irrégularités du monopole de la bière à Staffelstein. La bière de la brasserie municipale était indiscutablement de mauvaise qualité. Selon les brasseurs, c'était dû à la mauvaise qualité des produits. Mais moi, j'avais remarqué qu'entre les différentes étapes du brassage, les cuves n'étaient pas bien lavées. Mais j'avais encore d'autres reproches à faire à mes adversaires. J'avais remarqué à plusieurs reprises que cette bière assez fade était non seulement vendue à un prix exorbitant, mais que les gens buvaient en cachette, ce qui évitait aux propriétaires de payer la taxe de police. Toutes ces irrégularités venaient à point nommé, car dans ces conditions, la municipalité et le tribunal devaient m'accorder l'autorisation d'investir dans une brasserie convenable. Geld in ein ordentliches Brauhaus investieren wollte. De fait, Johann Rheinlein obtient rapidement une concession pour construire sa brasserie privée à Staffelstein.
Et il n'est pas tout seul. La Bavière délivre de plus en plus d'autorisations, car la demande est importante. On constate une forte augmentation de la consommation de bière pendant les premières années de la liberté d'entreprise. Liberté, égalité, fraternité. Avec la nouvelle législation, les idéaux français pénètrent jusqu'au fin fond de l'Allemagne. Esslingen, près de Stuttgart, est rattaché depuis peu au royaume de Wurtemberg. Ici aussi, les puissantes corporations ont perdu leur influence. Désormais inutile, la prestigieuse maison de la corporation des tailleurs est vendue et transformée en synagogue. Les Juifs avaient depuis 300 ans interdiction de s'établir dans le Wurtemberg. Ils ont à présent, de par la volonté du roi lui-même, les mêmes droits et devoirs que tous les autres citoyens. 5 familles juives s'installent dans la petite ville Souabe. Dès 1807, la nouvelle communauté juive se voit attribuer son propre cimetière, sur la Turmstrasse, par une autorisation en bonne et due forme de la municipalité. Au fil des ans, la ville assiste au développement d'une communauté juive dynamique. Les pays de la Confédération du Rhin deviennent des États modernes. Une seule puissance allemande résiste encore à la vague de modernisation, la Prusse. C'est encore une société d'Ancien Régime qui existe en Prusse, et elle s'oppose à toutes les réformes. La cour de Prusse vit sur la gloire passée de Frédéric le Grand. Ce mythe agace Napoléon. Il exige le ralliement de la Prusse. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, refuse et commet une erreur lourde de conséquences. Le 25 septembre 1806, il envoie son armée contre Napoléon. Weimar se transforme en camp de passage de l'armée prussienne. Les soldats ont envahi la ville. Ils passent par l'esplanade et devant la maison de la famille Schopenhauer. Le philosophe Arthur Schopenhauer, célèbre dans le monde entier, séjourne à Hambourg en sécurité. Sa mère, Johanna, restée à Weimar, lui raconte la dégradation de la situation dans la ville. Natürlich habe ich geahnt, dass etwas Schlimmes passieren würde. Bien sûr, je me doutais que des choses terribles allaient se produire. Chaque soir, de nouvelles troupes arrivent à Weimar. Et le lendemain matin, elles repartent vers le sud. Les soldats sont impatients de combattre Napoléon. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ces hommes pleins de vie seront bientôt étendus morts ou estropiés. Les premiers combats, extrêmement violents, se produisent à 50 km seulement de Weimar et se soldent par de lourdes pertes. En ville, on se prépare au pire. Après la défaite de Saalfeld, j'ai décidé de cacher les objets de valeur. J'ai cousu mes bijoux dans mon corset et Sophie, notre domestique, portait nos pièces d'or cousues dans une ceinture, à même la peau. Bientôt, les premiers soldats prussiens refluent sur Weimar. Ils battent en retraite. Johanna Schopenhauer a peur. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que les Français n'arrivent à leur tour à Weimar. Nous avons alors caché le linge et l'argenterie sous le plancher du garde-manger.
Les armées prussiennes et françaises s'affrontent à nouveau entre Weimar et Jena. Napoléon fait prendre position à ses canonniers. La situation est clairement à son avantage et il veut en finir. Nous sommes le 14 octobre 1806. Vers 9h, nous avons entendu les premiers coups de canon. Ils tonnaient, se rapprochaient de plus en plus. C'était affreux. Le sol tremblait sous nos pieds, les fenêtres vibraient. Un boulet de canon est même tombé sur la maison voisine. Mon Dieu, que la mort était proche. J'ai pris ma petite Adèle dans mes bras. Elle tremblait comme une feuille, et elle claquait des dents. Et tout ce que je pouvais lui dire, c'est que si nous devions mourir maintenant, au moins nous mourions ensemble. Entre Weimar et Jena, la bataille fait rage. De nouveaux combats ont lieu dans l'après-midi, à 10 km au nord. 30 000 soldats prussiens sont tués, 40 000 sont faits prisonniers ou désertent. C'est la fin de la glorieuse armée prussienne. À Weimar, c'est l'état d'urgence. Généraux et officiers prennent leur quartier dans le château conquis. Ils abandonnent la ville à leurs soldats. Un groupe de soldats est entré dans notre maison. Ils ont réclamé à boire et à manger. Leurs chansons m'effrayaient. Elles parlaient de guerre et de pillage. Je crois que le pire nous fut épargné parce que je parlais un peu français. Soudain, un soldat a pris Sophie par la taille. Il s'en est fallu de peu qu'il ne découvre la ceinture avec l'or. Hätte fast den Gürtel mit dem Gold entdeckt. Monsieur, plus le vent. Chez les Schopenhauer, les soldats se contentent de manger et de boire. Dans d'autres maisons, ils se livrent au pillage et au viol. Cette nuit-là, personne ne trouve le sommeil. Johanna Schopenhauer raconte aussi dans sa lettre ce qui arrive à Johann Wolfgang Goethe, un ami de la famille. Située sur le Frauenplan, la maison de Goethe est couverte de poudre et de cartouches. Non loin de là se trouvent encore des chariots chargés de poudre. Les gens courent à travers les ruelles, des torches à la main. Il aurait suffi d'une seule étincelle pour que sa maison s'embrase. Au bout de 2 jours, les Français poursuivent leur route vers Berlin. La guerre est finie. La victoire sur la Prusse, c'est quelque chose qui, pour Napoléon, a été très très important. La Prusse avait la réputation, dans l'Europe de cette époque-là, d'être une des armées les plus professionnelles qui soient et les plus redoutables, en quelque sorte. Il y avait le mythe du grand Frédéric et Napoléon, comme militaire de formation, avait une admiration éperdue pour le grand Frédéric. Et pour lui arriver à triompher dans une campagne très brève et totalement en même temps de l'armée prussienne, c'était bien la preuve qu'il était devenu meilleur que Frédéric II. Dans la capitale prussienne, les habitants sont sous le choc. Le roi s'est enfui en Prusse orientale et Napoléon est à la porte de Brandebourg. 30 000 soldats français sont logés dans des familles allemandes et nourris aux frais de leurs hôtes. Napoléon place ses hommes à la tête du gouvernement prussien. Le comte Ludwig von Hatzfeld, gouverneur civil de Berlin,
travaille maintenant pour la nouvelle administration française. Il jouit de la confiance de Napoléon. Mais aux archives de Prusse se trouve un manuscrit de 16 pages qui apporte un éclairage différent sur Hatzfeld. Le document 241, dossier 3932, contient un témoignage oculaire qui révèle la double vie du comte. Son épouse, Henriette von Hatzfeld, n'est au courant de rien. Les Français ont emmené mon mari. Ils l'ont arrêté, sans motif ni mandat d'arrêt. Henriette von Hatzfeld craint le pire et se rend auprès de Napoléon pour sauver son mari.